Récemment annoncé l'arrestation de 7 passeurs égyptiens. Ils sont soupçonnés d'avoir fait partie de l'équipage d'un bateau de pêche qui transportait 500 migrants. Et on a découvert à l'occasion que chaque migrant aurait payé entre 3 000 et 4 000 dollars, presque euros, hein, pareil, pour aller risquer sa vie sur cette embarcation dangereuse. Alors on va décortiquer tout ça avec vous, ma chère Charlotte. Que retenir de cette opération? Alors, c'est vrai que cette opération-là, on va se pencher dessus, mais simplement en cherchant tout simplement notamment ce qui se passe dans les tribunaux, donc les passeurs qui sont poursuivis. On découvre que c'est systématiquement un business, parce que c'est vraiment le mot, extrêmement lucratif. C'est-à-dire que c'est un véritable trafic et, pour le dire très franchement, pour ces criminels-là, les migrants sont équivalents à des ballots de cocaïne quand on parle du trafic de stupéfiants. C'est exactement la même considération Incroyable. pour la marchandise qui gère leur business. Je parle pour eux, évidemment, et non pas en mon nom. Alors, j'ai pris quelques exemples. Le 5 novembre dernier, on avait un procès après la découverte d'un vaste réseau de passeurs en métropole lilloise. Alors là, ils étaient soupçonnés à eux tous d'avoir organisé 80 traversées dans l'été, donc traversées de la Manche, 80 000 euros à chaque traversée. Donc à la fin de l'été, c'est assez rentable. Le 9 novembre, on avait un procès en appel à Rennes. Alors là, c'était un vaste trafic, là encore, établi à Châtellerault. J'ai pris des exemples différents pour vous dire que ça couvre quand même de manière assez équitable, on va dire, le territoire. Alors là, c'était pendant quelques années, ces trafiquants avaient amassé tout simplement la somme de 70 millions d'euros. 70 millions d'euros en faisant passer des gens, en leur faisant passer de manière illégale les frontières. Incroyable. 16 novembre, tout ça est très récent, hein, donc c'est vous dire à quel point ça revient souvent. On a un réseau, cette fois-ci italo-tunisien, qui a été démantelé en Italie. Alors là, il faisait payer à chaque passager 3 à 5 000 euros, encore une fois, et donc c'était 30 à 70 000 euros par traversée. Le tout, et vous comprenez que revient le débat qu'on a eu, c'est-à-dire que les passeurs ont tout intérêt, pour être plus rentables, de faire des trajets de plus en plus courts, et donc de déclencher les appels au secours le plus proche possible des côtes, parce que non seulement ils font payer très cher, mais en plus le voyage est beaucoup moins long et leur coûte moins cher, le profit est évidemment plus grand, et le risque de mort des passagers de leur bateau n'a aucune importance pour eux. Que les choses soient claires, il y a des écoutes téléphoniques qui ont été sorties, il y a des enquêtes qui ont été faites notamment par la presse italienne, il y a Frontex qui a sorti des vidéos et des témoignages, la police italienne qui a fait des enquêtes, et vous avez des téléphones, de toute façon, s'il y a un problème, vous les jetez par-dessus bord. Vous avez eu des témoignages également dans la Manche de gens qui ont assisté à des passeurs qui jetaient des migrants par-dessus bord. Enfin, c'est un trafic abominable, très clairement. Et juillet dernier, alors là, réseau clandestin qui organisait des traversées de la Manche. En moins de 2 ans, ils ont embarqué 10 000 personnes pour un profit de 15 millions d'euros. Donc en 2 ans, ils se sont fait 15 millions d'euros en organisant ces traversées. Donc évidemment, c'est un trafic lucratif, et on comprend par ce biais-là qu'il ne s'agit pas d'histoires individuelles. On nous dit à chaque fois, oui, mais là c'est 200 personnes, là c'est 44. Non, il faut comprendre que c'est un trafic extrêmement bien organisé, extrêmement lucratif, et qu'on ne peut pas se poser la question des histoires individuelles au risque de les multiplier, avec le risque que ça fait peser d'abord sur les personnes qui montent sur ces bateaux. Et si on regarde la réalité en face, on comprend, en allant voir dans les différents documents, notamment européens, ce que j'ai fait cet après-midi, aucune immigration clandestine, quasiment, n'existe sans le concours de ces criminels. On avait en 2016 déjà l'Office européen de la police, qui estimait, dans son rapport très officiel sur le trafic de migrants dans l'Union européenne, que plus de 90% des migrants irréguliers qui atteignent l'Union européenne utilisent des services facilitant leur voyage à un moment donné, c'est-à-dire le recours à ces passeurs. Donc plus de 90%. Et quand vous appelez les policiers spécialisés, notamment en France, ils vous disent, honnêtement, nous, de ce qu'on voit, c'est 100%. C'est quasiment impossible aujourd'hui de passer la frontière de manière irrégulière sans le recours à ces passeurs. Alors, à l'époque, l'ONU évaluait, donc après la crise migratoire de 2015, il y a énormément de calculs qui ont été faits, il évaluait le trafic simplement du passage des migrants à plus de 7 milliards d'euros sur cette vague migratoire-là. Donc c'est énormément d'argent, sans compter que les passeurs poursuivent, on va dire, leur business ensuite, après, avec les migrants clandestins, qui leur doivent parfois de l'argent, qui sont endettés auprès de ces passeurs, et qui donc alimentent des trafics derrière celui de l'immigration clandestine. On est par ailleurs en constante augmentation. Les chiffres de Frontex, très rapidement, 60% de franchissement irrégulier des frontières en plus en 2021, 73% pour le début de 2022. À chaque fois, c'est des augmentations considérables.
Et on a un trafic très varié. Alors là, c'est encore une fois l'ONU qui parle, et je les cite entièrement. Dans la hiérarchie de l'enrichissement illégal lié à la criminalité organisée mondiale, le trafic de migrants occupe le 2e rang après le trafic de stupéfiants. La sphère de l'immigration irrégulière contribue à alimenter une nébuleuse criminogène allant de la fourniture des moyens servant à cette immigration, le passage en bateau ou le passage de la frontière, à l'exploitation des clandestins. Parce que ça ne s'arrête pas à la traversée. Derrière, évidemment, si on peut en plus les réduire en esclavage pour continuer à se faire de l'argent, ils n'hésitent pas une seconde. Notons d'ailleurs que les services spécialisés, eux, ne parlent pas de passeurs, mais de filières criminelles, de procédés mafieux, de traite d'êtres humains. Voilà les mots qu'ils utilisent pour qualifier ce que nous appelons des passeurs. L'ONU, hein. Ah bah, oui, l'ONU et tous les services spécialisés, c'est-à-dire les polices aux frontières, etc. Très intéressant. Comment expliquer que ces réseaux d'immigration clandestine soient associés, justement, comme vous l'avez dit, à de la traite d'êtres humains? Les candidats, au départ, ne viennent-ils pas de leur plein gré sur ces bateaux? Si, alors ils contactent de leur plein gré. Alors là, les moyens de contact, c'est aussi bien les réseaux sociaux que le dark web. Enfin, il y a 1000 moyens. Et il y a beaucoup de journalistes, d'ailleurs, qui ont fait des faux profils pour essayer de comprendre. On comprend, c'est assez lisible. Et comme ils ne risquent pas grand-chose parce que c'est un trafic mondialisé, ça se passe très bien pour eux. Mais une fois que le contact est pris, c'est-à-dire que les passeurs eux-mêmes représentent un appel d'air, puisque on parle souvent d'appel d'air, il y a les législations européennes, il y a le droit qui s'impose à nous dans la gestion, mais les passeurs eux-mêmes qui alimentent un discours complètement fantasmé sur la destination. Évidemment, trafic, ils ont intérêt à rendre extrêmement attractif, donc ils le font. Mais si certains de ces migrants cessent tout contact avec les passeurs après la traversée, il y en a beaucoup qui restent entre les mains des passeurs, notamment ceux qui sont endettés. On a vu que c'était quand même des sommes extrêmement fortes, sans compter que la traversée peut coûter 3 000 €. Mais par exemple, on peut vous promettre un visa espagnol, comme ça vous rentrez avec un visa qui est évidemment un faux document, mais là on vous le vend 7 000 €. Qui a 7 000 €? Donc vous vous endettez et vous êtes donc redevable de ces passeurs qui, par ailleurs, versent aussi dans la criminalité. Et donc, ils vont vous embaucher dans leur réseau de criminalité pour rembourser la dette que vous avez auprès d'eux. C'est notamment ce qui se passe beaucoup avec les fameux mineurs isolés qui sont pris en main par les passeurs. Ils payent moins cher, mais en arrivant sur place, il faudra rendre quelques services. Donc, on a cette organisation du travail clandestin qui suit le passage de ces migrants. Et en 2018, alors là, c'était cette fois-ci en France, la police nationale avait confirmé ce qui était alors un soupçon. Et ils avaient dit notamment les travaux publics, le BTP, était une mine de recrutement de ces migrants clandestins. Alors, on vend des faux papiers, on fait des papiers au nom de je ne sais qui, et puis on donne des certificats de naissance, et puis on en donne aussi à des adultes pour qu'ils puissent se faire régulariser en tant que mineurs. Vous voyez qu'il y a des liens de dépendance qui se font au moment de la traversée. L'histoire n'est pas nécessairement finie, et c'est pour ça qu'on parle de traite d'êtres humains. C'est pas le passage de la frontière, c'est ce qui se passe ensuite. Et alors là, je cite le Comité contre l'esclavage moderne qui existe en France, qui, en 2021, a suivi 262 personnes particulièrement qui ont été réduites en esclavage par le travail en France. C'est en augmentation constante, nous disent-ils. Il y avait 46 nationalités différentes représentées. 75% de ces esclaves étaient originaires d'Afrique. Et alors là, le dit comité, et c'est ce qui m'a intéressé, nous explique que la prise en charge, enfin, ce qu'ils constatent dans leur prise en charge, c'est l'évolution de l'esclavage, on va dire, qui est de moins en moins individuelle et de plus en plus collective. Alors on voit ce qu'ils écrivent. Il s'agit de véritables systèmes d'exploitation où des dizaines, voire centaines de personnes sont contraintes à un travail dégradant et des conditions de vie indignes via des mécanismes d'emprise différents. Par exemple, ces derniers reposent souvent moins sur un besoin vital d'hébergement que sur de fausses promesses d'une vie meilleure. Et l'engrenage commence au moment où on vous dit vous aurez une vie meilleure en Europe. Tout ça, il faut quand même prendre conscience de ce que représente cette immigration irrégulière qui n'est pas juste la belle histoire de personnes qui cherchent à rejoindre l'Europe. N'est-ce pas dans la mainmise de ces criminels sur l'immigration illégale, justement, qu'il faut trouver la raison d'une surreprésentation de la délinquance dans les pays qui les accueillent? Eh bien, voilà la réponse. Voilà la réponse absolument évidente pour ceux qui ne veulent pas voir les choses. Oui, il y a une surreprésentation. Alors, on nous dit, c'est quoi? C'est génétique? C'est culturel? Non, évidemment, dans les pays d'origine, cette délinquance, d'abord, n'existe pas dans cette proportion-là. Et par ailleurs, la réponse n'est pas exactement la même non plus. Donc, ça contraint, évidemment, aussi la délinquance. Mais on comprend que si l'immigration irrégulière se fait par le biais de passeurs à quasiment à 100% et que ces passeurs
ont la main sur une bonne partie de ces clandestins qui leur doivent encore de l'argent, alors ils versent dans des trafics et on comprend mieux pourquoi cette surreprésentation d'étrangers et notamment d'étrangers irréguliers. Alors, on a d'abord, dans les réseaux, on recrute pour différents métiers qui sont directement délictueux ou criminels. On a des financiers, des rabatteurs, des passeurs, des chauffeurs, des logeurs, des fausseurs, des fournisseurs de faux documents. Tous ces métiers, entre guillemets, existent dans la criminalité de l'immigration irrégulière. Et ensuite, on a des migrants carrément pris dans des réseaux criminels de faux documents, de stupéfiants, de jeux clandestins, les jeux notamment sur Internet, de vol et de cambriolage. Et alors là, j'ai découvert que cette délinquance criminelle qui embauche, on va dire, les migrants illégaux est elle aussi très organisée, notamment par nationalité d'origine. Chacun a son trafic. Alors, vous avez les mafias, mais c'est dans les documents officiels, hein. Vous avez les mafias albanaises, thaï, chinoises, vietnamiennes, nigérianes, sénégalaises, géorgiennes, et chacun son business. Donc, vous avez la production de faux papiers, la culture industrielle du cannabis, où les migrants clandestins sont appelés les jardiniers. Tout va bien. On a la prostitution de jeunes femmes qu'on fait venir en leur promettant un avenir meilleur et qu'on prostitue, notamment dans les salons de massage. Il y en avait plusieurs qui étaient tombés aujourd'hui en France. Le trafic de stupéfiants, évidemment, on l'avait vu avec le crack et l'origine du crack, notamment dans un village sénégalais. Les gangs géorgiens qui emploient leurs migrants débiteurs dans les vols par effraction dont ils sont devenus les spécialistes. Donc vous découvrez que finalement, non seulement on les fait venir, et en plus, on les met directement dans des réseaux criminels qui sont très organisés par nationalité d'origine. Du début à la fin, cette histoire est une horreur absolue. Et je ne sais pas bien si l'encouragement de cette immigration-là s'appelle l'humanité, mais j'ai dû rater un truc, en fait. Mais vraiment, quand vous savez que c'est 100%, ça fait voir les choses un peu différemment. Et Charlotte, peut-être une petite question subsidiaire. Qu'est-ce qui est fait concrètement contre ces passeurs ? Alors, il y a énormément d'organisations. Je vous l'ai dit au début, il y a beaucoup de procès. C'est-à-dire qu'il y a des opérations qui sont montées entre pays, etc. Notamment, il y a un des réseaux là, qui est tombé récemment parce que les polices françaises, belges, allemandes et britanniques, me semble-t-il, ont travaillé ensemble sur un sujet en particulier. Mais vous voyez que quand il y a des départs par dizaines tous les jours et qu'en plus le droit rend compliqué à la fois l'identification des passeurs, que parfois les ONG jouent un jeu un peu trouble, pas toutes, mais certaines vraiment, sur l'identification des passeurs, et qu'en plus la réponse pénale est assez faible sur la question des passeurs. Vous avez un de ceux que j'ai cité au début, je ne sais plus lesquels c'est, mais vous avez vu les sommes dont je vous ai parlé, 2 ans de prison. Pour des passeurs identifiés. 2 ans de prison, quand vous gagnez potentiellement 10 millions d'euros en 2 ans, vous les faites. On en parle on continue. Je sais que vous avez envie de réagir. Allez, dites un petit mot. Non, je voulais juste dire, ça me rappelle dans le livre de Stephen Smith,